Merci Merci aux d'être venu dans le techniciens, Blabla. merci à tout le monde. Merci. Merci. Parmi les belles choses de la vie, il en est qui vous remplissent de bonheur et surtout qui installent des grands moments de joie partagée. C'est ce que j'ai connu, c'est ce que j'ai vécu avec Caroline Pochon de son nom. Réalisatrice, romancière et femme de vie. C'est très, très, très important de le dire parce que pour une femme comme toi, mais les gens sont à 10 000 lieues de savoir tout ce que tu as vécu. La première fois que je t'ai rencontré, tu signais un documentaire, évidemment pour Arte, La face cachée des fesses. Ensuite, ça a été la poitrine. Et après, tu as sorti ton histoire, deuxième épouse. Parce que tu as épousé un polygame africain aussi. Raconte-moi, s'il te plaît. J'ai eu une histoire d'amour un peu folle il y a 20 ans et qui a inspiré mon travail d'écriture et ma réflexion en fait autour de la question de la polygamie, du partage. Est-ce qu'en tant que femme on doit l'accepter ou vraiment c'est pas possible, voilà. Donc et tu as dit non. J'ai dit d'abord oui et puis bon voilà, il y a différentes circonstances qui Il paraît que mais en disons matière que de dans le livre, tout est complètement fictionné et mon personnage, après avoir vécu l'histoire au Sénégal, rentre à Paris, rentre en France. Et c'est comme si la deuxième partie de l'histoire était moins heureuse. Mais Caroline, j'en parle parce que tu en as fait un film aussi. Ouais. Et donc forcément, c'est un petit peu mis au banc un peu à la connaissance de tout le monde. Oui, donc je peux en parler sans gêne. Oui, j'en ai beaucoup parlé déjà, donc il n'y a pas de problème. Mais alors, on pourrait toujours en parler parce que c'est assez réussi. Et surtout, quand on parle un peu de l'engagement, de la force que les gens ont dans la vie, c'est aussi affronter un peu des mots, MAUX, qu'ils ont pu rencontrer. Parce que tu as dit tout à l'heure un truc qui est extraordinaire. Tu as dit, j'ai d'abord dit oui, et ensuite j'ai dit non. Et enfin, pour se construire, on dit toujours oui au début. Non? Tu sais pas. Tu reviens aujourd'hui avec un roman, La fille du capitaine Fracasse, mais il faut le lire aussi parce que c'est... Quelle est la part d'imagination? Tout à l'heure, j'en parlais avec Bénichou, quand il raconte sa vie. Qu'est-ce qui porte ta vie dans ce roman? En fait, j'ai pensé à ta question et pour te répondre, je vais citer Philippe Roth. Philippe Roth qui disait « Quand je fais de la fiction, on me dit que tu fais de l'autobiographie. Quand je fais de l'autobiographie, on me dit que je fais de la fiction. » Alors il dit, si je suis assez crétin pour ne pas savoir ce que je fais, je vais laisser les autres dire. Parce que ta vie est assez romanesque aussi. D'une certaine façon, La fille du capitaine Fracasse, forcément que ça emprunte à ma vie, mais c'est fictionné, puisque c'est l'histoire d'une femme, finalement, dont on retrouve les cahiers intimes de jeunesse, alors qu'elle vient de se suicider, de se donner la mort. Elle a grandi dans une famille française, bourgeoise, tout bien carré, et finalement à l'intérieur de ce carré, ça tournait pas rond. Le père. Voilà, le père qui était agressif, la mère qui était incestueuse ou incestuelle. Finalement, tout ce contexte familial a provoqué chez elle, a déclenché chez elle une maladie mentale. Voilà. Et moi, je reviens, on ira un petit peu plus au fond. Fracasser, capitaine Fracasse, c'est un terme très africain aussi, fracasser. Les Africains, quand ils se tapent, ils disent pas tabasser, ils disent je vais te fracasser. Ouais. Est-ce que ça vient aussi de cette aventure africaine? Mais fracasse, je pense que c'est un mot en tout cas français, et peut-être dans tout le monde francophone, il est employé, peut-être aussi au Canada, mais c'est un mot qui évoque effectivement la violence, la destruction. L'agression et l'enfance mal vécue. Quand j'ai reçu ce roman,
il y avait aussi cette histoire de Diane Moix aussi qui passait. Et je t'en ai parlé tout de suite. Je me suis dit, oh, ça commence à faire beaucoup de mes parents, ses bourreaux, etc. Parce que quand je l'ai fini, je t'ai appelé, je te l'ai dit tout de suite. Je me suis dit, oh, est-ce que je vais aussi aller dessus? Mais l'incroyable itinéraire de cet enfant qui n'est plus. Parce que si l'enfant y était encore, mais je crois que le fait de faire mourir l'auteur de ce roman fait partie aussi de cette envie de pouvoir un jour porter cette histoire à l'écran aussi. Pourquoi pas? Parce que je sais que... Pourquoi pas? Par exemple, j'aime beaucoup certains films de Xavier Dolan, notamment Momie. Un film qui parle d'une famille dysfonctionnelle, une sorte de couple mère-fils qui ne peut plus exister au bout d'un moment. Et je me suis dit, tiens, si jamais quelqu'un comme lui voulait adapter ce livre, j'en serais vraiment très heureuse. Voilà. Donc après, c'est une perche que je lance à des réalisateurs qui auraient envie de se... de s'approprier de se confronter, de se fracasser à cette histoire. Comment on se plonge dans une fiction, parce que c'est un roman avant tout, hein, dans une fiction, quand on a eu un parcours de vie aussi riche et aussi âpre? Bon, en fait, la fiction, l'écriture fait partie de ma vie depuis que j'ai appris à écrire. J'ai commencé tout de suite à écrire des petites histoires. À l'époque, je faisais les dessins qui allaient avec. J'ai fait plein de débuts d'histoires, des romans policiers. Alors, je faisais 22 pages, j'arrêtais. Il y a eu toute une partie comme ça, avant de réussir à aboutir quelque chose là, comme ce texte-là. Et je dirais que là, dans ce texte-là, moi, ce qui m'a intéressée, c'est peut-être aussi parce que j'ai un pied dans la fiction en cinéma, c'est de faire parler un père violent en me mettant complètement à sa place, en allant jusqu'au bout de sa façon de parler, sa façon de penser. Pour comprendre comment ça se passe dans la tête pour le vivre, pour le faire vivre au lecteur. Comme si au cinéma, j'écrivais le personnage. Pareil pour la mère un petit peu perdue, un petit peu abusive. J'ai fait le travail de me mettre complètement dans leur peau en ouvrant les guillemets et en les laissant parler, de sorte que si c'est réussi, si le livre est réussi, ça donne presque la chair de poule, c'est-à-dire qu'on entre dans la logorée d'un père qui est malade, qui est violent, qui a été à la guerre, qui ne s'est pas soigné de ses blessures, ni d'enfance ni d'adulte, et qui va déverser toute cette haine. Bon, et ben j'ai voulu l'écrire. J'ai voulu écrire ça. Je sais que, par exemple, le texte d'Alina Reyes, qui s'appelle Poupée anale nationale, je ne sais pas si, Wilson, tu connais ce texte, mais c'est un peu l'histoire d'une femme, d'un dictateur. Ce texte-là, ça m'a impressionnée. Et voilà, il y a des jalons dans l'écriture d'auteurs qui ont ouvert la voie sur ce chemin un peu périlleux. Bancal. Voilà, donc, alors, si on je n'oblige te fais personne à lire ça, comment tu fais? Vas-y. Ben, cette question-là, elle m'oblige à m'interroger sur ce que la France d'abord a fait pour moi, chose que je ne m'étais jamais vraiment demandée. Et en fait, je lui dois beaucoup. Je dois beaucoup à l'État, au service public, parce qu'il a assuré mon éducation de A à Z, de la maternelle jusqu'au bac. Et puis après, j'ai fait des études, j'ai fait Sciences Po, j'ai fait la FEMIS, j'ai fait des grandes écoles, mais publiques, ce qui fait que finalement, ça ne m'a rien coûté, ou juste le logement, mais les études, contrairement à un étudiant américain qui va à l'université, qui peut-être va s'endetter qui pour 15 fait ans. des crédits, évidemment, qui s'endette. Donc tout à coup, ta question me fait prendre conscience de tout ce parcours que j'ai eu jusqu'à 27 ans. Oui.
J'ai été malade à un moment donné. J'ai rien payé. La sécurité sociale m'a prise en charge. Je suis réalisatrice. Qui finance mes films? Bien souvent, c'est Arte, une chaîne publique, avec la contribution du CNC, l'organe public qui soutient le cinéma en France. La liste commence à faire longue, quoi. Oui. Je suis intermittente du spectacle. Quand j'ai la chance d'avoir mes heures, je bénéficie de maintenant presque 1 an d'allocation de chômage. Il n'y a aucun pays où les réalisateurs peuvent bénéficier de cette manne-là. On est pratiquement les seuls, je crois. Alors bon, je me dis, ouais, j'ai reçu beaucoup du service public français. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait, moi, pour la France? Je dirais que j'ai tout fait ce que j'ai fait en France, pratiquement. Bon, je donne des cours au Sénégal, mais c'est relativement récent et ponctuel. Mais sinon, ce que je fais, je le fais ici. Mais c'est vrai que c'est une question qui m'a interrogée, et ça pose la question d'une reconnaissance. Est-ce qu'il faut avoir la reconnaissance? Est-ce qu'il faut rendre? Peut-être aussi que certains documentaires que j'ai faits sur l'histoire apportent du réconfort et du bien-être pour d'autres personnes. Du réconfort, ou en tout cas aussi un regard sur l'histoire française. Mais à nouveau, je me suis dit, finalement, j'ai porté un regard assez critique quand j'ai fait j'ai fait un documentaire sur le thème de l'immigration en France. Là, j'ai vraiment eu l'impression de faire un travail utile, c'est-à-dire de démonter les idées reçues sur l'immigration pour montrer, par exemple, que l'immigration ne coûte pas, que la plupart des immigrés sont avant tout des contributeurs fiscaux, et des choses comme ça. Où vraiment, là, j'ai eu l'impression peut-être de participer un petit peu à l'effort, de mettre une pierre à l'édifice du pays dans lequel je vis. Quand il s'est agi de faire l'histoire de Renaud Billancourt, où mon père a travaillé et qui était à l'époque nationalisé, donc finalement aussi du service public. Quand je me suis penchée de près sur ce qu'il y avait dans cette usine, j'étais obligée d'avoir un regard critique. Parce que l'usine a utilisé une main-d'œuvre immigrée d'une manière qui n'était pas toujours reluisante. Et t'as porté de la lumière sur ce travail et cette exploitation-là. Voilà, donc j'ai fait ce travail d'historienne, accompagnée avec les archives que seule la télé permet d'exploiter. Donc bon, mais voilà. Peut-être que c'est dans mon travail de documentariste que tu apportes quelque chose, ta contribution à l'effort national. Mais je pense qu'il faut être capable d'être des mauvais héritiers, au sens faire le tri dans l'héritage et être capable de critiquer, même si on est débiteur, dans le sens où on est aussi porteur de cette histoire. Moi, quand je fais un film sur l'île Séguin, qui a exploité une main-d'œuvre d'une manière qui était quand même souvent dure et parfois injuste, je considère que je contribue, en restaurant la vérité de la mémoire, à ce que l'avenir soit plus apaisé. C'est pour ça qu'au début, le film s'appelait L'île de nos pères. Je voulais qu'on restitue la juste mémoire des pères, de tous les pères. Le mien, qui était ingénieur, qui était col blanc, mais aussi les 11 000 Algériens, Tunisiens, Sénégalais, Maliens qui travaillaient dans l'île Séguin et qui avaient été exploités. Caroline Pochon, merci d'être venue dans le Blabla. Buchet-Castel, la fille du capitaine Fracasse.